1945, Volkswagen commence la production de masse de la voiture qui sera l'une des plus populaires de l'histoire. Son vrai nom est Type 1, mais on la connaît mieux sous le nom de Beetle. Fiable et économique, la Beetle peut aisément être entretenue et réparée, et ses pièces se trouvent facilement. Volkswagen en construit plus de 21 millions avant de laisser tomber ce premier modèle en 2003. En 1955, la Beetle 903-847 sort de l'usine pour faire un bien long voyage. C'est à ça que ressemblaient les villes en 1945. C'est une véritable photo. Quand on vit dans un tel environnement, on ne s'attend pas à pouvoir faire de grandes choses dans la vie. J'ai voulu sortir de la zone d'occupation soviétique en Allemagne et j'ai dû faire 2 essais avant de réussir. J'ai commencé des études universitaires en Allemagne en 1949. Cette année-là, le premier échange d'étudiants avec l'Angleterre a été organisé. Une centaine d'étudiants voulaient y aller, alors la compétition était féroce. Je suis un des chanceux qui a été choisi. En Angleterre, j'ai vu une petite annonce dans un journal. C'était une offre d'emploi pour cueillir des pommes en Nouvelle-Écosse. Je me suis rendu au Haut-Commissariat du Canada pour faire une demande d'immigration au Canada. J'avais une carte du Canada et j'y avais encerclé mon endroit préféré, le sud de la Colombie-Britannique. J'ai reçu un télégramme du ministère du Travail qui m'annonçait que je travaillerais à Nelson, en Colombie-Britannique. C'était exactement où je voulais aller. Au milieu des années 50, différents pays ont commencé à parler de la route panaméricaine. Ça m'a donné envie de m'acheter une voiture. Below is the Pan American Highway, which will eventually run from Alaska to the tip of South America. Here in Chile, where it hugs the rugged Chilean coastline, a huge modernization project is underway. J'ai découvert jusqu'où je pouvais aller, mais ça ne s'arrêtait pas là. Je devais aussi penser aux différents climats, aux saisons et surtout à l'argent et aux modèles de voitures capables de faire le voyage. La Beetle était la seule. En 1957, la Beetle était reconnue non seulement pour son style, mais aussi pour sa durabilité. Elle était simple, ce qui était parfait pour moi parce que je m'y connaissais un peu en mécanique, mais j'étais loin d'être un expert. C'était ce qu'il me fallait. Elle était robuste, relativement abordable et économique parce qu'elle consommait peu d'essence. Quand on planifie faire un voyage du Canada jusqu'à l'extrémité de l'Amérique du Sud, il faut prévoir les changements de température. Il a fait chaud durant presque tout le voyage, et c'était pire lors de mon voyage en Afrique. Je devais avoir un moteur avec un bon système de refroidissement. Si on a un moteur refroidi à l'eau, on doit avoir beaucoup d'eau, parce qu'elle va toujours bouillir. Mais on n'a pas ce problème-là avec la Beetle. J'avais toujours de l'eau, mais je la buvais. Elle n'était pas pour la voiture. Je n'aimais pas l'idée de devoir traîner une tente, parce qu'il aurait fallu que je l'attache aux branches d'un arbre.
j'ai pensé transformer ma Beetle en autocaravane. C'était une petite voiture, mais si on retire tous les sièges, elle mesure 1,83 m du tablier à l'arrière de l'habitacle. Et je mesure seulement 1,70 m. Je n'ai décidé de partir qu'après avoir compris que je pouvais vivre dans la voiture. J'ai élaboré un plan avant de partir en voyage. Les frais de transport pour ma voiture grugeaient la moitié de mon budget. De l'autre moitié, 3/4 servaient à payer l'essence. Le reste était pour ma nourriture, mais il m'en restait peu. J'avais un budget très serré. Je n'aurais pas pu faire le voyage si je n'avais pas couché dans ma voiture. Une nuit à l'hôtel et j'aurais dépensé le budget d'un mois. Le 2 décembre 1957, Paul quitte Trail en Colombie-Britannique et entame son premier voyage. En 196 jours, il traverse les États-Unis, le Mexique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Il atteint Lisbonne au Portugal après avoir quitté l'Argentine en bateau, puis visite l'Europe. Au total, il parcourt 61 800 km, ce qui équivaut à un tour et demi du globe. Il termine son voyage en revenant au Canada en bateau. Comme il ne savait pas à quoi s'attendre, il a donné le nom de Fe en Dios, ou foi en Dieu, à sa voiture. Il a une meilleure idée de ce que l'avenir lui réserve pour son deuxième voyage, alors il change le nom de sa voiture et l'appelle Malgré tout. Il reprend la route en 1961 et parcourt 60 800 autres kilomètres en 183 jours. Il quitte le sud des États-Unis pour se rendre en Afrique de l'Ouest. Il traverse ensuite le continent et quitte l'Afrique du Sud en bateau pour se rendre à Perth en Australie. Il traverse le pays et à Sydney, il monte à bord d'un navire à destination du Canada. Pour son troisième et dernier voyage, il nomme sa voiture Once More ou Encore une fois. Il parcourt 63 500 km en 172 jours de décembre 1966 à mai 1967. Il quitte San Francisco en bateau et atteint la Thaïlande. Il traverse l'Asie du Sud-Ouest et fait un autre tour de l'Europe avant de revenir à Montréal en bateau. Documenter un voyage est toujours difficile, à moins d'avoir des documents officiels et des images d'endroits qui ne peuvent être confondus avec d'autres. Il faut avoir un trépied, un retardateur et un endroit où prendre des photos. Certains pays n'autorisaient l'entrée qu'avec un certain nombre de films. Je ne pouvais pas avoir 20 films, mais seulement le nécessaire pour faire une centaine de photos en 6 mois. Je ne pouvais donc prendre que 3 photos par jour. Si j'en prenais 5 le premier jour, je ne pouvais qu'en prendre une le lendemain. Si on prend une photo de paysage sans éléments reconnaissables, on n'a pas la preuve qu'on était réellement à un endroit précis. J'ai beaucoup de photos de moi à côté d'un panneau de signalisation parce qu'il n'y avait rien d'autre. Sur de longues distances, les routes ne sont pas terminées et elles causent beaucoup de dommages à la voiture. Le plus grand souci de Paul est la gravité des dommages subis dans des régions isolées. S'il n'arrive pas à régler le problème lui-même, il doit trouver un mécanicien et il ne peut que croiser les doigts pour qu'il ait les pièces qu'il cherche. J'ai failli mettre fin à un voyage après avoir brisé la barre de torsion. Cette pièce n'est pas supposée pouvoir se briser, mais je l'ai fait. Les employés de Volkswagen étaient très surpris parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Sans propulsion, la voiture ne peut plus avancer. Si je ne pouvais réparer, le voyage s'arrêtait là. Par chance, ma voiture a été remorquée à Bamako et en arrivant au garage de la ville, j'ai vu des pièces de Beetle récupérées. Les garagistes ont trouvé les pièces nécessaires et ils les ont installées sur ma voiture. Les chances de trouver un garage de ce genre en Afrique de l'Ouest étaient pourtant si minces.
Je me rappellerai toujours du son du moteur. C'est un souvenir d'enfance très marquant. Ce son voulait dire que mon père revenait à la maison sain et sauf. Il parcourait le monde et il avait des tas d'histoires à raconter. Sans ces voyages, notre vie à Trail aurait été beaucoup moins excitante. Ce n'était pas toujours facile pour ma mère qui devait prendre soin de 2 jeunes enfants seuls, puisqu'ils partaient parfois pendant 6 mois. Mais je ne crois pas que mon père aurait été heureux s'il n'avait pas fait tout ça. Il accordait beaucoup d'importance à la famille et à moi en particulier. On était 3 garçons et 2 filles, mais notre grand frère a été tué durant la guerre. Je suis donc devenu l'aîné et Wolfgang me vouait une affection particulière parce que j'étais le plus vieux et je l'aimais beaucoup. Parce qu'il était mon petit frère, le jeune. Parfois, il oubliait peut-être de penser à sa femme et ses enfants parce qu'il pensait à sa mission. Il ressentait le besoin de voyager. Il croyait que c'était sa mission. Voyager dans une telle voiture et avec un si petit budget, c'est inhabituel. Si sa voiture avait un problème mécanique, il devait trouver des solutions et la réparer lui-même. Le plus important dans tout ça est l'autonomie dont il a fait preuve. On ne doit pas penser à ce qu'il a fait, mais à comment il a fait. Mon voyage n'est pas si étonnant. Le plus étonnant est l'époque à laquelle je suis parti et le fait que je sois parti seul. J'ai traversé plusieurs déserts, complètement seul. Je croisais parfois un camion dans la journée. Si je devais recommencer, je partirais avec un ami pour partager cette expérience et continuer à en parler 50 ans plus tard. Je me souviendrai toujours du 25 mars 1958. Entre Punta Delgada et Punta Arenas, au 53e parallèle sud et au bout de la Panaméricaine, j'ai aperçu un nuage de poussière qui avançait dans ma direction. Et finalement, une Jeep est apparue. Tout comme l'autre chauffeur, j'ai arrêté ma voiture. Et qui ai-je vu? Mon frère. C'était la première fois qu'on se voyait, non seulement en voyage, mais en 12 ans. Il savait que je serais à Punta Arenas, mais il ne savait pas où on se rencontrerait. Mon véhicule et sa voiture étaient attirés l'un par l'autre comme un aimant et un bout de fer. On s'est retrouvés au milieu de nulle part et on s'est sauté dans les bras. C'était extraordinaire. C'était vraiment l'un des plus grands moments de ma vie. Cette semaine à voyager un peu ensemble était exceptionnelle. C'était émouvant parce que se rencontrer comme ça était presque impossible, mais on l'a fait. 4 ans plus tard, on s'est retrouvés à Canberra alors que j'étais sur la route. C'était une autre rencontre extraordinaire. On a passé de très bons moments ensemble. On s'est aussi rencontrés en Thaïlande 3 ans et demi plus tard. Durant mes 3 voyages, j'ai passé d'1 à 3 semaines avec mon frère. Peu importe où dans le monde, j'ai retrouvé mon frère lors de chaque voyage. Il est très important dans cette histoire. Le 26 mai, je suis retourné chez Volkswagen
à Toronto. J'avais 5 jours pour faire la route jusqu'à Trail. Ils ont mis la voiture sur un élévateur et j'ai demandé au mécanicien si je pouvais rentrer en voiture. Il a répondu « Jamais de la vie ». J'étais impressionné de voir à quel point elle avait eu la vie dure. Ils m'ont proposé un marché. Je leur cédais la voiture et ils me payaient le billet d'avion. J'ai dû prendre la décision déchirante de me séparer d'elle. Je perdais une amie de longue date. Paul vend sa voiture à Volkswagen pour 110 $, montant du billet d'avion à destination de Trail. Il vend également les droits de publicité à l'agence publicitaire du constructeur automobile pour 25 $. La voiture est exposée chez des concessionnaires et à l'Exposition nationale canadienne de 1967. En 1968, elle est exposée dans le pavillon allemand à l'exposition Terre des Hommes à Montréal. Je sais que Volkswagen Canada a exposé une photo de ma voiture lors d'un concours à New York. Après ça, j'ai perdu sa trace. Trouver une Beetle 1955 m'a pris 18 ans. Quand j'ai vu les publicités avec la photo du véhicule pour la première fois, j'ai ressenti ce qu'on ressent quand on voit une femme dans la rue et qu'on sait qu'on va l'épouser. Je savais que cette voiture était pour moi. Ce n'était pas seulement une impression, c'était une certitude. Je m'appelle Ruth Bartels et mon mari s'appelait Klaus Bartels. On s'est rencontrés chez Volkswagen. En 1973, mon mari a acheté sa Beetle de Volkswagen. Klaus Bartels prenait soin de la voiture pour Volkswagen. Et après un certain temps, l'entreprise a décidé de la lui vendre. Il en prenait soin seul. Toutes ces pièces étaient authentiques. Elle n'en avait aucune qui provenait d'un autre modèle. Quand on a une voiture ancienne, il faut en prendre soin et l'entreposer convenablement. Mais je n'étais pas prête à faire tout ça. J'avais déjà une vie bien remplie. J'ai passé une petite annonce sur Internet. Un homme m'a appelé et m'a dit « Je veux votre voiture, ne laissez personne la regarder, ne laissez personne s'en approcher. » J'ai cru qu'il était fou. Je lui ai dit que je savais que ce serait ma voiture. 5 jours plus tard, je suis allé la chercher à Scarborough. Je croyais qu'il allait la remorquer, mais il n'avait pas de barre de remorquage. Je ne savais pas comment il s'y prendrait. Il m'a dit qu'il allait la conduire. J'ai dit, êtes-vous fou? Je ne connais pas l'état des freins. Il a dit que ça irait, mais j'ai insisté en disant que je ne savais pas si les phares s'allumaient et que c'était dangereux. Il a dit qu'il connaissait bien ses voitures et je me disais qu'il était trop sûr de lui. J'étais vraiment inquiète. J'ai parlé à la voiture. Je lui ai dit qu'elle devait me conduire à Montréal. J'ai bien vu qu'il aimait la voiture. Il était très enthousiaste. Je savais qu'il en prendrait soin parce que c'était un passionné de Beetle. Il respectait la voiture et c'était important pour moi. Mais j'ai tout de même eu l'impression de manquer de respect à mon mari parce que j'ai vendu une chose qu'il adorait. J'y ai réfléchi longtemps avant de le faire. J'avais gardé beaucoup de ces choses pour mon fils, mais il est décédé aussi, alors j'ai pris ma décision. J'ai reçu un magazine de Volkswagen Canada et il y avait une note sur une des photos. Il y était écrit que c'était ma voiture et qu'elle avait fait 3 voyages autour du monde avec Paul Loufs. J'ai fait des recherches sur Internet pour trouver ses coordonnées et je l'ai appelé. Je lui ai demandé s'il avait déjà eu une Beetle 1955. Il m'a répondu « Oui, pourquoi ?» Je lui ai dit qu'elle roulait toujours et il s'est mis à rire.
Il n'arrivait pas à y croire. Au cours de l'été 2013, la Beetle de 58 ans, dont l'odomètre affiche près de 300 000 km, s'arrête à Ottawa. Emmanuel surprend Paul avec la voiture qu'il n'a pas vue depuis 1967. Mon Dieu. Eh bien, eh bien. Vous êtes Monsieur Tuillier. Oui, Monsieur Loufs. Enchanté. Moi aussi. Votre voiture? Ma voiture, oui. La couleur est différente, Oui. mais c'est ma voiture. Oh, un Seigneur. C'est incroyable. Il ne devait pas être comme ça à l'époque. Non. Et certains jours, on ne voyait même plus le moteur, parce qu'il était couvert de poussière. Oui. Elle entrait dans la voiture et elle causait un tas de problèmes. Eh bien, ça me rend émotif. Oui, je comprends. Vous voulez vous asseoir? La voiture a fait partie de la famille. Mes deux enfants ont passé beaucoup de temps sur le siège arrière. Je vais sortir avant de me mettre à pleurer. Bon, souriez. Parfois, je me demande ce que mon père faisait vraiment. Il est très terre-à-terre. Il mentionne toujours des faits et des statistiques, et il se rappelle des détails. Je me demande ce qui l'a poussé à faire ça. Il n'avait pas seulement besoin de savoir si c'était possible. Il voulait partir à l'aventure. Mais je crois qu'il cherchait surtout quelque chose. Il a vécu une vie dispersée. Il a dû quitter l'Allemagne de l'Est et sa famille a été séparée après la guerre. Je crois que ses mémoires s'appellent At Home in Three Worlds pour une bonne raison. Mais je ne crois pas qu'il se soit senti à la maison dans ces trois mondes. J'imagine que c'est pour ça qu'il voyage encore. Je crois qu'il cherche toujours son port d'attache, parce qu'il a tellement été déraciné étant jeune. Il n'a pas voulu rester au même endroit et il a parcouru le monde. Je crois aussi qu'il n'arrêtera pas, parce qu'il ne sait pas encore où il doit s'arrêter. L'été dernier, on a fait un voyage en famille pour aller voir notre ancienne maison à Trail, mais elle n'était plus là. Je crois que ça l'a ému, parce que ça prouvait qu'il n'y avait rien de permanent et qu'il n'existe aucun vrai port d'attache, excepté notre cœur. Je crois qu'il l'a aussi fait pour impressionner les gens avec ses histoires de longs voyages faits seul, dans des conditions difficiles. C'était lui seul contre le monde entier. Quelle expérience que de faire un tour dans ma voiture après tant d'années.
J'ai du mal à expliquer pourquoi j'ai fait ces voyages. Je crois qu'il faut être un peu fou pour aller mettre son nez un peu partout. Alors, je dois être fou. Ça m'a donné l'impression que le monde m'appartenait. Avec ma voiture, je pouvais aller où je le voulais. Quand on se dit ça, tout est possible. Je suis fier de ce que j'ai accompli parce que je crois être le seul, ou du moins le seul Canadien, à avoir fait une telle chose 3 fois. Seul et dans la même voiture. C'est unique et ça le restera sûrement. Cette histoire a commencé en 1955. Elle parle d'une voiture qui a lié un homme à son frère et au reste du monde, pour ensuite être confiée à 2 autres passionnés qui l'ont gardée en état. C'est l'histoire de la Beetle 903-847 de Volkswagen. Mais cette histoire n'est pas encore terminée.